90 cm de hauteur, pratiquement autant de large, 40 cm de profondeur, 31 kg. Pour pouvoir la toucher, il faut débourser 1530 €. Non, je ne me suis pas reconverti en chaîne sexo, je parle tout simplement de cette statue, fruit de la dernière collaboration entre Marvel et Iron Studio. Elle est complètement magnifique, elle montre donc des X-Men en train d'affronter une sentinelle, donc tout de suite générique et après on appelle la banque. Non, en fait, c'est 4500 € de crédit qu'il me faudrait, puisque c'est un diorama, il y a 3 statues, la deuxième est un magnéto, elle est complètement magnifique, donc il me les faut toutes. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Ah. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps, je suis en pleine préparation du Hero Festival, où je suis invité donc les 9 et 10 novembre prochains, ce week-end, et donc j'ai la chance d'avoir mon petit coin du comic où j'ai pu inviter des potes, donc Fred Famchong qui signe Boulevard des Monstres, Siegfried Wurth qui signe Qui est le Chevalier Noir, et on fera une conférence dessinée le samedi à 17 h sur la scène multivers sur les 80 ans de Batman. Vous les retrouverez aussi en dédicace donc sur mon espace. Il y aura aussi Yann Valani et Bruno Bessadi qui animeront donc un atelier de dessin par jour, donc si vous voulez apprendre à dessiner, ça peut être très très bien. Et puis le dimanche à 14 h 45 sur la scène multiverse, mon tout nouveau quiz qui ne sera pas du tout sur les 80 ans de Batman, ça c'est une petite coquille, mais j'espère vous voir nombreux. J'ai aussi mon print de Bruno à vous offrir, donc voilà, c'est le rendez-vous un petit peu annuel chez moi, donc c'est cool. Sinon, je suis toujours votre fidèle commis des comics et vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 217e JT Comics et tout de suite on passe aux news de la semaine. C'est du gâteau. Normalement, le seul truc que c'est censé menacer, c'est ton taux de diabète, mais les organisateurs de cette compétition culinaire britannique, The Great British Cake Off, ont jugé que le gâteau de ce participant venu d'Hong Kong menaçait l'intégrité du concours puisqu'il comportait des éléments trop gros selon le règlement, et donc ils l'ont disqualifié. Rien à voir avec le fait que c'est un gâteau politique qui reprend une scène d'émeutes et donc des manifestants pour la démocratie d'Hong Kong contre la Chine. Rien à voir avec le fait que de nombreux participants chinois se sont plaints de ce gâteau qu'ils trouvent de mauvais goût avant même d'en avoir pris un bout. En attendant, pour moi c'est une preuve de plus qu'en commençant d'abord par les Britanniques, puis les Anonymous, puis MC Twip, puis maintenant les manifestants d'Hong Kong, Alan Moore et David Lloyd ont vraiment su créer un visage pour la révolte mondiale. Comics News. Une petite rafale de news, tiens, qu'est-ce qui est tout petit, qui est dans l'univers Marvel et qui est souvent pas trop pris au sérieux? Qui a dit la teub de Scott Summers? Ah merde, c'est Jean Grey, au courant, on peut rien dire. Non, c'est évidemment Ant-Man. Je vous disais la semaine dernière qu'un duo très intéressant allait reprendre le titre, Zeb Wells et Dylan Burnett, et on sait désormais que ça comportera tous les éléments du Scott Lang moderne, de la loose, puisqu'il va devoir accepter un petit boulot qui n'a absolument rien d'héroïque pour des apiculteurs, de la galère, puisque ça va se transformer en une menace qui risque même d'anéantir la terre entière, et puis de la parentalité, puisque Cassie Lang sera présente sous la forme de Stinger. Gary Frank n'arrête pas de nous teaser avec des bouts de planches que je ne peux pas vous montrer pour pas vous spoiler, mais le coloriste de Doomsday Clock, qui s'appelle Brad Anderson, a déclaré sur son Twitter qu'il était en train de terminer, donc de mettre en couleur le tout dernier chapitre, le 12e de Doomsday Clock, qui devrait donc sortir avant la fin de l'année 2019, soit 2 ans après la parution du tout premier chapitre, et il promet qu'on ne sera pas déçu. Enfin, ça c'est si on n'habite pas dans une maison très particulière de Northampton. Et en parlant d'horloge, justement, Image Comics a annoncé sa dystopie nouvelle, ça s'appelle The Clock, c'est par Matt Hawkins et Colin Doran, et ça parlera donc de centaines de milliers de personnes qui contractent une forme de cancer ultra agressif, qui pose une colle donc à toute la communauté scientifique, jusqu'à ce que la femme de l'un d'entre eux contracte le cancer, meurt, que sa fille le contracte aussi, ce qui va le pousser à se dépasser, à découvrir une espèce de conspiration qui pourrait plonger le monde donc dans une 3e guerre mondiale. Alors évidemment, sur le communiqué de presse, c'est tout à fait demi-mollant, on verra, en tout cas il me tarde absolument de le lire. Du changement. Chez DC, le changement se précise et en profondeur, puisque le compte Twitter DC Nation, qui est officiel, a tweeté donc un bout de cette chronologie ultime élaborée par Dan Didio et ses équipes, qui est censée venir cimenter la cohérence de tout l'univers DC, même si je pense que ça sera peut-être plus facile de mettre fin au conflit israélo-palestinien, mais bon. Alors rien de nouveau, ça confirme juste que DC compte bien faire de Wonder Woman sa toute première super-héroïne, et que Batman est né en 1943, ce qui fait de lui le plus vieux combattant du UFC, tout
toutes catégories confondues, et le meilleur sûrement pour esquiver les tests de dopage. Non, la vraie nouveauté, c'est que le changement se fait même en interne, puisque en prévision de cette fameuse 5G qui viendrait rafraîchir tous les super-héros en les remplaçant un certain temps par des versions plus jeunes, DC fait tourner ses éditeurs. Je suis content puisque ça va me permettre de parler d'un métier souvent ignoré, méconnu, puisqu'un petit peu invisible dans les comics, alors qu'il est tout à fait là. The Editor en anglais, donc c'est celui qui fait en sorte que tout se passe bien. Donc il détermine avec ses patrons une ligne éditoriale qu'il fait appliquer aux artistes et aux écrivains qu'il choisit, puisque c'est lui qui coordonne leur action, qui fait respecter les deadlines, qui justement jongle entre les différents corps de métier, donc l'encreur, le coloriste, celui qui fait les crayonnés. Il passe en revue le scénario, il est absolument partout normalement, et il est justement censé faire respecter la cohésion de l'univers, ce qui chez DC et Marvel est d'autant plus important puisque ce sont des vieilles boîtes avec une continuité vieille aussi. Chez DC c'est un petit peu tourné, vous allez voir au moins comment l'éditeur segmente son offre, et donc Ben Abernathy qui était un ancien éditeur de chez Wildstorm, qui était en charge des relations entre les talents chez DC, devient l'éditeur en chef du pôle Batman. Jamie Rich qui est scénariste, qui a été formé en tant qu'éditeur à la bonne école de Diana Schultz chez Dark Horse Comics, qui s'occupait du Neo Vertigo et puis de tout le pôle Batman, lui devient rédac chef du pôle Superman. Alex Carr qui vient donc du label de comics Jet City Comics d'Amazon, lui il était en charge donc de toute l'offre Young Adults de chez DC, lui il devient rédac chef du pôle DC Universe. Et Brian Cunningham qui a commencé chez le magazine spécialisé Wizard, qui en a fini rédac chef, qui ensuite est passé chez DC et qui a supervisé entre autres tout le New 52 avec Dan Didio, lui devient un petit peu un poste flou, le Senior Story Editor. En gros chez DC, vous l'aurez compris, il y a Batman, Superman et le reste du monde. Da bombe! Une autre news insolite cette semaine, c'est la rencontre entre deux vestiges du passé qui malgré tout arrivent à faire leur retour à notre époque de manière cyclique, et chacun à leur façon, les éternels et les nazis. En Espagne, dans les îles Canaries, sur l'île de Fuerteventura, le tournage du film Les Éternels pour Marvel Studios a dû être interrompu et toutes les équipes évacuées en raison de la découverte d'une bombe à proximité du plateau. Alors on a des images, non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-là non plus, c'est une ancienne bombe nazie. Non, c'est pas celle-là non plus, alors celle-ci elle est plus pour les historiens. En réalité, les Allemands avaient occupé l'île pendant la Seconde Guerre mondiale, ils y avaient laissé des affaires, et donc les démineurs sont intervenus, et plus de peur que de mal pour cet épisode Marvel versus Nazi qui rappelle l'âge d'or des comics de la boîte. Étrange aventure et lanterne verte. La Warner a dévoilé sa plateforme de streaming qui sera lancée au printemps 2020, qui a le nom d'un menu à McDo, s'appelle HBO Max, et on sait qu'elle accueillera donc une série sur Green Lantern, et on nous promet que ça sera la plus grosse série d'ici jamais réalisée. Mais alors quel Green Lantern, est-ce qu'ils vont essayer de renverser la malédiction du film et de prendre Hal Jordan? On sait d'ailleurs que c'est Greg Berlanti qui va s'occuper de la série, qui avait écrit le script du film avant d'en perdre le contrôle créatif et que ça fasse un flop. Tout le monde connaît l'histoire. Ou bien est-ce qu'on partirait tout vierge avec John Stewart qui semble être le meilleur candidat, et Greg Berlanti, si on regarde Arrow, semble apprécier le personnage un petit peu plus que Scott, Cruz, Rayner ou même Gardner. Je vous laisse spéculer dans les commentaires. Et la Warner semble miser à fond sur les comics cosmiques, puisque HBO Max accueillerait une série au format anthologique qui s'intitulerait Strange Adventures avec Adam Strange, et donc ce personnage qui est un archéologue terrien qui va devoir s'exiler puisqu'il est téléporté sur une planète lointaine et qui va devoir apprendre à se démerder là-bas. Et souvenez-vous, Tom King parlait d'un projet télé qui n'avait pas été annoncé. On sait qu'il va reprendre les rênes du titre Strange Adventures avec Mitch Gerads, de là à dire que ça sent l'implication dans la série, spéculons. D'autre part, on sait que HBO Max voudra accueillir, produire, réaliser des films d'ici à gros budget pour être attractif. Et je vous laisse me dire dans les commentaires quel héros vous voudriez voir adapté sur la plateforme. Moi je dirais Tom Strong, mais je suis pas sûr que Papa Moore soit d'accord. Lisez, cette semaine j'ai été bien occupé avec Damien, on travaillait sur le montage du vlog qui est sorti. J'ai aussi été occupé à rattraper un petit peu la dose de travail et j'ai fini ma traduction de Coyotes volume 2 chez iComics. J'ai découvert dans le vlog sur la Paris Comic Con de mon poteau Rebeu des Wabs que Sullivan allait éditer chez iComics These Savage Shores. C'est par l'auteur de Paradisio, donc Ramvi et Sumit Kumar au dessin. Ça mélange piraterie, horreur sur fond de colonisation des Indes. Et puis le Shanghai Red, donc par Hickson et Sebela, qui l'on doit le Injustice Ground Zero, donc qui mélange donc piraterie et sur un fond de vengeance cette fois. Donc l'année qui arrive s'annonce très prometteuse pour iComics. Puis une fois l'Eurofestival terminé, j'ai une conférence
conférence à Contes le mercredi 20 novembre, c'est au-dessus de Nice, et puis après ça sera un petit peu plus calme, donc je pourrai déjà finir mon montage en retard à la Comic Academy, la review de Portfolio, et puis j'ai peut-être un petit vous souvenez-vous qui risque d'arriver comme ça en scred. Et évidemment, tomber ma pile à lire, à commencer par ce Batman Damned, et j'embrasse Thomas et Julie qui me l'ont ramené directement de New York, et puis alors... quand les Français veulent faire de l'édition à l'américaine, et bien les Américains veulent faire de l'édition à la française. Et chez nous, on perd les jaquettes. Et bien aux États-Unis, on gagne des jaquettes. Donc ça, c'est le nouveau format, vous savez, premium du DC Black Label. Et donc c'est une espèce de jaquette papier calque imprimé. Enfin, c'est magnifique. J'avais lu que le premier chapitre à la sortie, donc j'entends toutes sortes de choses à propos de ce récit de Azzarello et de Bermejo. Il me tarde de me faire enfin mon propre avis. Et en attendant, Sgeg ou pas Sgeg, c'est cette édition VO qui reste la plus jolie de toutes. Pour l'instant, je retourne potasser mon qui est le Chevalier Noir pour la conférence du Eurofestival de ce week-end. Et puis, je tiens aussi à vous remercier pour vos retours et vos commentaires ultra bienveillants, ultra positifs sur le vlog qui a été monté en grande partie par mon poteau Damien, tourné aussi, réalisé donc par Damien de la Paris Comic Con. On s'est régalé. Donc, il est évidemment pas exhaustif puisqu'on n'a pas pu faire tous les panels et que c'est vraiment un petit peu plus centré sur moi. Mais en tout cas, ça représente bien l'intensité folle de ces 3 jours. Et donc voilà, un immense merci à vous de l'avoir regardé et pour vos retours. Et évidemment, merci et bravo Damien pour le travail. Et voilà, c'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie tous ceux qui le regardent, qui le partagent, qui le Facebook, qui le tweet, qui le retweet, qui me mettent dans des stories sur Instagram. Je vous kiffe. Et voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur Discord. Je vous donne rendez-vous ce week-end à Marseille au Eurofestival ou bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Madame Merdmoll, sinon prêtez-moi que 1 200 € pour la statue de Batman Beyond que j'arrive pas à me sortir de la tête. Peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'assumer, les gens... d'empiler les difficultés.